et on arrive à trouver un point d'accord. Et donc la communication, c'est de la négociation et de la cohabitation. La distinction que vous faites entre communication et information, si j'ai bien compris. L'information, c'est le message. Voilà. La communication, c'est la relation. Parfait. Question Twitter, si vous le permettez. Voici, puisqu'on réagit en direct. Question Twitter. La pédagogie, c'est de la manipulation ou de la communication? C'est une question formidable. Pourquoi diable voulez-vous que la pédagogie ou de la communication ou du journalisme soit de la manipulation? Prononcer le mot manipulation, ça suppose que le récepteur est un abruti ou un être passif ou un être faible. J'ai jamais vu un être faible, jamais. Donc quand on m'a dit, même, et ce n'est pas un problème de niveau d'éducation, tout le monde est intelligent. D'ailleurs, le modèle même de la démocratie suppose cette utopie folle que finalement nous sommes inégaux en tout, sauf que quand nous votons dans le suffrage universel, nous retrouvons une égalité. Elle est formelle, mais elle est fondamentale. Donc, par conséquent, le modèle démocratique suppose l'intelligence de tous. Sinon, il n'y aurait pas de suffrage universel. Et ça, vous y croyez? Ce postulat-là, vous y croyez? Mais bien sûr que oui. Mais attendez, les régimes autocratiques et aristocratiques n'étaient pas plus intelligents que les démocraties. La seule chose qui fait basculer une démocratie, et c'est le seul danger de la démocratie, il lui faut du temps. Parce que c'est homéostatique, la démocratie. Ce qui est tragique pour la démocratie, c'est quand on va vers la course à la guerre. Et là, quand on va vers la course à la guerre, il n'y a plus le temps de reproduire du temps. Et là, du coup, vous n'avez qu'à voir 1914, 1939, etc. Là, c'est catastrophique. Mais hors du temps de la guerre, qui, parenthèse, est quand même le temps de l'horizon des sociétés, la société démocratique se rétablit avec de la lenteur, etc. Mais j'y crois, l'utopie politique. Mais oui. Donc, dans la vie, je me dis, mais je réponds à la question sur la passivité du récepteur ou sur la manipulation du récepteur. Si jamais on croit qu'en politique et en démocratie, il y a une égalité des individus, pourquoi est-ce qu'on peut supposer que les mêmes individus qui sont donc intelligents seraient abrutis quand ils écoutent la radio, regardent la télévision, font de la consommation? C'est le même individu. Donc pourquoi on admet qu'il est intelligent dans la politique et qu'il est con dans la consommation? Il faut choisir. S'il est idiot dans la consommation, alors il faut le rendre idiot partout. Tout simplement parce qu'on est des êtres de passion. Mais attendez, mais la publicité... Moi, je suis président du comité d'éthique de la pub en France. C'est intéressant parce que la pub, c'est typiquement le genre de truc où on dit manipulation. Mais attendez, si vous et moi, on achète une Giulietta rouge, c'est pas parce qu'on a vu 50 spots de Giulietta rouge, parce qu'elle est jolie, rouge. C'est parce qu'on se dit, putain, merde, à 30 ans, à 45, à 62, à 84, si je me la paye pas maintenant, je me la paierai jamais. Alors on vole, on triche, on prend du crédit, n'importe, on se l'achète. Mais c'est pas parce que la pub nous a manipulés. Parce que le désir, il est quand même inexistant. Et puis si on n'a pas envie de la BM 4328, eh ben, on ne l'achète pas. Ou la crème anti-rides qui nous garantit quand même d'être éternellement entre 35 et 45 ans, si on l'achète, c'est pas parce qu'on nous a foutu 25 messages publicitaires sur les hommes, gardez vos rides. Non, gardez plus vos rides, je veux dire. Et les femmes, c'est pareil sur Régicolore et tout ça. C'est que finalement, on dit, putain, oui, j'ai envie d'avoir une... Ouais, l'homme est un être de désir. Et la difficulté, c'est comment une publicité peut rencontrer le désir ou pas. Et d'ailleurs, les publicitaires vous disent très bien, une mauvaise pub ne marche jamais. Donc l'homme est intelligent, il est critique, il est manipulable pour une durée courte. En général, il résiste, il ne le fait pas savoir, mais à la première occasion, il le fait. Et la pédagogie, c'est la transmission des connaissances, c'est ce qui est le plus compliqué, et c'est de l'interaction entre des profs et des élèves. C'est pour ça que la pédagogie, pour moi, et l'enseignement en général, c'est l'activité la plus difficile au monde, parce que ça consiste, toutes les générations, à faire passer dans des gosses qui ont entre 3 ans, 2 ans même, 1 an, enfin, ça dépend de la crèche, mais peu importe, 1 an et demi, jusqu'à 25-30 ans, tout le trésor de l'humanité. Mais que voulez-vous, cet énorme travail de transfert, c'est un travail humain, dans lequel on peut foutre un peu de bécane, un peu d'ordi, un peu de télévision, pourquoi pas. Mais l'essentiel, c'est des contacts humains. Et c'est pour ça que les profs ont 1000 fois raison de dire on n'a aucune hostilité à l'égard des bécanes, mais de grâce, ce n'est pas les bécanes qui font l'éducation. Or, l'enjeu mondial pour l'éducation, c'est comme l'enseignement, ça coûte cher, que les profs, ça coûte cher, qu'ils sont jamais contents, qu'ils sont gauchistes ou conservateurs, en tout cas que le rendement de l'enseignement est mauvais. On dit, mais putain, si on pouvait remplacer tous ces profs qui nous emmerdent par des petites bécanes individuelles interactives, ça irait vachement bien. Et si jamais cette idée stupide passe un jour, parce que les constructeurs ils sont prêts à donner les bécanes, hein, ils les donnent, parce que pourvu qu'il y ait 7 milliards de zozos avec une bécane gratos. Et bien, si jamais cette idée stupide passait, et qu'on disait, on dit, bah, allez, 15 bécanes pour un prof, on mettra 30 ans à s'apercevoir que c'est plus important d'avoir 30 profs et une bécane, mais on arrivera à dévitaliser ce que le fondement même de l'éducation et donc de la pédagogie, c'est des êtres humains qui parlent à des êtres humains avec un conflit de génération et qui font que finalement l'amour, mot central dans l'enseignement, qui fait que vous et moi, on a été bons dans 3 disciplines à cause des profs qu'on a aimés et mauvais dans d'autres disciplines parce que ce sale prof de gym était nul, ou le prof de maths, peu importe, ou en chimie, on s'en fout. C'est tout. C'est des hommes qui parlent à des autres. Et l'enseignement et la pédagogie, c'est pour moi la chose la plus magnifique sur ce que c'est que l'intelligence humaine et la difficulté à trouver le moyen
de faire qu'un gosse écoute, alors qu'il n'a aucune envie, c'est de ne pas écouter, parce que maintenant, il a une telle vitesse qu'il a une capacité comment on appelle ça, d'écoute qui ne dure pas en général plus de 30 minutes. Moi, les profs sont des génies. Et les profs humains, enfin, il n'y en a pas d'autres. Pas les bécanes interactives. Je m'excuse. Donc la pédagogie, il n'y a pas de manipulation. Et quand on est manipulé, c'est qu'on a envie d'être manipulé. Et si on va au camping des flots bleus, je dis n'importe quelle connerie, à Palavas-les-Flots, c'est pas parce qu'on a vu 50 000 trucs, c'est parce que finalement on y retrouve des copains, on boit du pastis, qu'on a envie d'y aller. Et on dit naturellement que c'est la pub qui était mauvaise. L'homme est tordu. Il se ment lui-même, il ment à l'autre. Mesdames et messieurs, un père révolté, un chercheur indiscipliné et une personne qui croit une personne qui a l'audace de croire que l'intelligence de tous est une utopie folle nécessaire à notre vie en commun. Avez-vous des questions? Et c'est pas une question de diplôme. Vous avez des diplômés, vous avez des agrégés, des technos qui sont nuls, qui sont stupides. Et des gens qui n'ont aucun diplôme qui sont intelligents. Il faut le dire, l'intelligence n'est jamais fonction du diplôme. Heureusement, sinon il n'y aurait pas eu de révolte. On a tous des grands-parents qui étaient rien. Rien. Hein? Nous en avons tous sortis. Avez-vous des questions? Les énarques, faut les... Questions. Non, pas de questions, sinon nous poursuivons. Oui, madame, oui, je vous en prie. Attendez, un micro, vous vous présentez, votre prénom, votre nom, votre profession. Bonjour, je m'appelle Mélanie Cantas, je suis chargée de communication dans une banque. Et moi, je m'interroge toujours de savoir, parce qu'on a pas mal de cabinets de conseil qui viennent toujours nous dire qu'il faut absolument communiquer partout, tout azimut. Moi, je m'interroge, est-ce que tout ça, ça ne vient pas finalement nourrir un espèce de bruit de fond? Est-ce qu'il faut forcément communiquer? On a coutume d'entendre une entreprise qui ne communique pas, elle meurt, etc. Et moi, c'est une question que je me pose encore. Nous allons passer au deuxième tableau, si vous le voulez bien. Donc, c'est la communication et l'entreprise. Faut-il communiquer? Nous interrogerons les deux. Stanislas également, préparez-vous. Dominique Volton. Mais l'autre, il est invisible. Il va arriver. Parce que comme j'ai été marqué par le feuilleton L'homme invisible à la téloche, j'ai dit, oh, tiens, putain, il va retirer ses bandes. Donc, une entreprise doit-elle communiquer, ou bien est-ce que ça participe à un bruit de fond, une nécessité du moment, une mode de l'époque? Alors en général, ce qu'on appelle communiquer pour une entreprise, c'est je vends ma salade. Hein. Et donc on suppose que les récepteurs vont acheter la salade. Total, Shell, Renault. Bon. Au bout d'un moment, il y a saturation de messages. Donc j'ai envie de dire, je parle comme externe. Après, je vais revenir à la com interne. Donc oui, on a intérêt à vendre des marques, oui, on a intérêt à vendre des identités. Mais avec modération, parce qu'au bout d'un moment, les récepteurs que vous êtes, vous et moi, n'est pas complètement naïfs. Ils voient très bien que les boîtes se cassent la gueule, sont rachetées, sont restructurées. Mittal, je prends un exemple au hasard. Et donc, par conséquent, c'est pas nous raconter que Renault, c'est formidable, et puis finalement, c'est complètement dans la panade, ainsi que le petit copain Peugeot-Citroën. Donc, ça veut dire que oui, il faut communiquer, mais il ne faut pas prendre le récepteur comme un idiot. Quand ça va mal, c'est pas la peine de dire que... Bon. Et la tragédie des grandes marques, c'est que quand elles ont des passages difficiles, plus elles ont menti en amont, plus en aval, elles le paieront en crédibilité. Donc, on a dit on a intérêt à communiquer sur de la vérité. Et comme le récepteur est intelligent et critique, plus on lui dit la vérité, plus il apprécie. Plus on lui raconte des bêtises, plus il s'en aperçoit. Donc, sur la com externe des boîtes, moi, j'ai envie de dire, c'est comme Canada Dry, il faut en faire avec modération, ou l'alcool, et ne pas s'imaginer que si on répète 25... Je prends un exemple, j'ai dit plusieurs fois à la première PME française Total, petite TPE, j'ai dit à M. Margerie... je ne me souviens plus dans quel sens elles sont. Je dis, écoutez, ça ne sert à rien. Quand on arrive à votre siège social, un endroit sympa où on passerait bien volontiers des vacances, de la Défense, vous rentrez dans le siège social, une fois que vous avez passé 25 badges et compagnie, qu'on vous a regardé dans tous les sens, vous avez une doc vachement luxueuse sur Total, partenaire exclusif ou privilégié du développement durable. Mais si vous pensez franchement qu'il y a un gars qui prend votre doc et qui s'imagine que vous êtes un pollueur et vous le serez pour toujours, vous pouvez faire vachement de choses utiles avec l'argent que vous avez. Et c'est très important de faire des choses utiles avec l'argent. Mais arrêtez de prendre les gens pour des abrutis et de penser que vous êtes le principal acteur du développement durable. Moi, j'ai rien contre Total. Je suis même très content en tant que Français que ce soit le premier groupe. Mais si je puis dire, vendre la com de Total... Non, c'est pas vrai. Bon. Donc, il faut inventer un message spécifique. Donc, pas mentir, ne pas t'en pas rajouter. Et surtout, ne pas oublier que les marques ont une identité et surtout une histoire. Et que les marques, au bout d'un moment, elles n'appartiennent même pas aux entreprises qui les portent. Parce que vous, moi, on consomme des marques. Et les marques, c'est notre patrimoine culturel commun. Donc, il y a une responsabilité sociale des boîtes par rapport aux marques. Quant à la com interne, on a dit beaucoup depuis 10 ans, on va passer d'un modèle hiérarchique à un modèle interactif ou un modèle horizontal. Oui et non. On peut avoir des blogs, des frogs, des trucs où les gens s'expriment, ça ne mange pas de pain.
Mais les salariés ne sont pas idiots, ça ne sert à rien de s'exprimer si ça ne change rien. Autrement dit, vous pouvez avoir de la parlotte organisée dans les boîtes. Si jamais les mécanismes de hiérarchie ne changent pas, c'est comme quand on nous dit l'administration en ligne c'est formidable. Oui, l'administration en ligne c'est formidable, mais c'est vous qui faites le boulot. Hein, bah oui, concrètement, de votre terminal. C'est ça que ça veut dire. Hein, et qu'il n'y a plus personne humainement qui vous répond. Il y a « Ah, vous avez raté la procédure 423, recommencez ». Et donc par conséquent, de plus en plus, ça c'est des ordis. Ça, c'est comme par exemple quand dans les gares ou dans les aéroports, on dit « Mais on va vous apprendre à utiliser la machine ». Ben, je dis oui, d'accord, comme ça, il n'y aura plus personne, il n'y aura plus que des machines. Alors, quand vous avez un trajet simple Paris-Lyon, il n'y a pas de problème. Mais dès que c'est un peu compliqué, c'est un vrai bordel. Si vous n'allez pas de Jakarta directement et que vous passez par Phnom Penh, putain, la machine, pouf, 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 donc vous êtes content. Bon. Donc, on supprime l'être humain parce qu'il coûte cher. 2, on lui fout des bécanes à la place parce que c'est moderne et interactif. Et 3, on se fout complètement que ça ne marche pas. Donc, si la com interne, ça consiste à faire un habillage des rapports humains formidables mais qu'on technicise tout, c'est pas bon. Et la contrepartie de ça, c'est que les gens se retrouvent devant la machine à café, signe de tout des... Hein, et maintenant, ils se retrouvent où dehors pour fumer. Et où c'est que c'est que ça cause? Ça cause quand ça fume. Même quand il fait froid. Donc, la com interne, elle consiste à fluidifier vaguement, à ne pas oublier qu'il y a un pouvoir et une hiérarchie, et que si jamais on veut que la communication serve à quelque chose du point de vue de la redistribution et de la confiance que la direction peut avoir vis-à-vis de ses salariés, ça va passer par une phase un peu douloureuse pour la direction, qui va consister à dire que la com et la DRH n'est pas là pour faire passer le message, ce que tout le monde pense dans les boîtes, hein, que lissez-nous le message, non. Le service de com, comme la DRH, n'est pas là pour faire passer la parole du patron. Elle est là pour faire passer la parole du patron, mais elle est aussi pour faire remonter la contestation et la critique. Et qu'une com interne qui n'est pas capable de gérer le conflit entre les points de vue nécessairement contradictoires entre la direction et le reste, c'est dommage. Une com interne qui prend au pied de la lettre l'intelligence des gens, c'est bon. Une com interne qui fait de la com et qui bazarde un message comme ça, eh ben ça. Vous pouvez foutre tous les blogs, les grogs, les flogs, les tweets que vous voulez, ça ne changera rien. Et donc la question centrale, c'est jamais la technique, c'est quelle volonté politique y a-t-il de la part des patrons d'accepter qu'il faille du temps dans la négo pour arriver à une amélioration ou une... Bon. Et dernière chose, quand ça va mal entre l'interne et l'externe, il faut surtout, je m'excuse, je suis trop lent, mais une entreprise, c'est un lieu fermé, symboliquement, et physiquement aussi. Il faut que ça reste. Une entreprise, c'est pas, quand on dit il faut que l'entreprise soit citoyenne, non. Une entreprise, c'est pas la politique. Qu'on incorpore dans le fonctionnement de la démocratie un peu de règles, mais la boîte, c'est pour faire des profits de l'organisation, de la production. Donc, c'est un lieu particulier de la vie. Il faut qu'il y ait une unité, une identité. Donc, on peut améliorer le fonctionnement interne, mais ce n'est pas la société externe. Par contre, quand évidemment l'entreprise franchit la barrière et qu'elle se retrouve exposée soit à des concentrations, soit à ce moment-là, et on aurait mieux fait sur Mittal d'écouter un peu plus le point de vue interne, quel est le problème du capitalisme? On ne croit jamais que le travail est intelligent. On ne croit qu'il n'y a que le capital qui est intelligent. Et on vient de se payer la énième crise du capitalisme financier depuis 2008. On n'a jamais pendu de financier. Jamais, hélas. On reprend dans un instant. Mais pas les salariés qu'on ne croit jamais comme intelligents. On reprend dans un instant. Voici Serge Moati. Mesdames et messieurs, je vous demande de l'applaudir. Bonsoir Serge. Installez-vous si on peut avoir un micro. Tu aurais pu être à l'heure quand même. Hein. Alors Dominique Volton et voici Stanislas Berthelot. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. En 2 mots, mesdames, merci beaucoup. Parfait. En 2 mots, que je vous présente Serge Moati. Vous faites partie de ces personnes dans le CV duquel il est très difficile d'entrer parce qu'on y rencontre des choses incroyables, parfois bizarroïdes, des meubles exceptionnels, des objets précieux. Vous avez de l'expérience, de la passion, des compétences et des faits d'armes. J'en épingle 1 ou 2 éclairants. Alors voici. Tout d'abord, vous produisez une émission hebdomadaire sur la 5. Demain, vous recevez qui ? Je suis en retard. Vous venez de recevoir qui? Je viens de recevoir Hortefeux et justement il attendait un peu que Copé et Fillon se mettent à parler et puis ils n'ont pas parlé visiblement donc je suis en retard. Ce serait l'occasion. Je suis une victime collatérale des problèmes de l'UMP. Non, je peux pas dire ça publiquement, non. Enfin voilà, donc voilà, pardon. Hein, pardon. Non, mais je vous en prie, vous êtes le bienvenu. Ça, c'est la première chose. Donc, la partie sur politique, LCP. Hein. Merci beaucoup d'être là sur la partie politique parce qu'on en aura besoin. Deuxièmement, vous avez 4 documentaires en chantier. Un premier sur les églises évangéliques, 500 000 en France. Le désir féminin et le désir masculin, 2 autres documentaires. Et un 4e sur les 40 ans du Front National, souvenir ou mémoire de Le Pen. Ce sera un peu ça l'idée. Oui. Bon. Et puis je fais aussi autre chose sur la Méditerranée en ce moment. Et sur la Méditerranée. Je fais 3 Et films. vous avez une passion, vous chinez.
Alors ça, c'est depuis tout petit, vous collectionnez les collections. Ça, c'est étonnant. Donc ce sont des fragments de puzzle, ce sont des rêves inassouvis, ce sont des mondes en construction. Le dernier, c'était quoi? Un torero, c'est bien ça? Photochloré d'un torero chantant? Un truc comme ça? Oui, Bon, oui, oui, oui. incroyable. C'est vraiment n'importe quoi. Ce qui vous caractérise, en revanche, et ce qui vous révoltera toute votre vie, c'est l'inégalité des destins. Vous ne parvenez pas à accepter que certains ne puissent pas participer au banquet de la vie. Et de ce point de vue, cette idée-là ou cette révolte-là tient votre jeunesse en main. Vous n'avez pas changé là-dessus. Vous n'êtes pas journaliste ou vous êtes journaliste? Je ne suis pas journaliste. Alors attendez, parce que vous êtes réalisateur, producteur, vous faites des interviews, pourquoi pas de carte de presse? Dites-nous. Coquetterie, je pense. C'est-à-dire, attendez, ou pas le même métier, ou pas la même exigence, Oui, que sais-je? Je n'ai aucune déontologie. Parlez Oui. dans le micro, merci beaucoup. Non, je ne suis pas journaliste. Je suis fils et petit-fils de journalistes, donc j'ai trop aimé mon grand-père et mon père pour tenter de rivaliser. Donc je ne suis pas journaliste parce que je n'ai pas de carte de presse et que j'ai trouvé que les journalistes étaient des gens tout à fait formidables. Mais je n'ai pas cette obsession qu'ils ont, par exemple, de dire les choses très comme ça. Je suis quelqu'un d'engagé, je suis un homme d'image et j'aime être libre. Et j'aime, je sais pas, enfin, je suis pas, non, je suis pas journaliste. Je vais poser ma question autrement. Alors, je vais poser ma question. Négocier, là, je vais aller, je vais dire, voilà, je suis un jeune mec, stagiaire, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour moi? Peut-être que ça marchera. Je fais fonction de journaliste depuis maintenant 45 ans. Quelle est pour vous une interview ou ces moments formidables dans une interview qui sont pour vous bien réussis? Je dirais émotion, vérité, quelque chose comme ça. Enfin, ça dépend des sujets. Non, mais quand il y a un moment où ça échappe, quoi, ça échappe, et ça dit des choses très, très justes, profondes, vraies, belles. Et là, j'ai l'impression, moi, de parler à travers lui et lui parle à travers moi. Enfin, je sais pas quoi. Il y a quelque chose là qui se passe comme ça. Et on est en... Je peux terminer ces phrases. Je suis dans lui. Je suis dans ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie qui est un exercice très compliqué, mais qui est une disposition d'esprit. Pourquoi compliqué? Parce qu'il faut entrer dans la tête de l'autre, et il faut entrer dans sa logique à lui, et il faut essayer de comprendre vraiment ce qu'il dit. Je ne suis pas du tout de ces journalistes, justement, comme ça, sec et essayant de tacler l'autre, ou du genre, j'en sais plus que vous, hein, je vous pose cette question par pure convenance, mais au fond, je sais parfaitement ce que vous allez me répondre, etc. C'est pas ça. Je suis pas. C'est pour ça que je crois que je suis pas journaliste. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité de l'autre à un moment donné, et ou parfois son émotion. Ça dépend. Mais par exemple, vous voyez, vous parliez tout à l'heure des églises évangélistes. Ça n'a aucun rapport avec les politiques, bon, a priori. Quoique, on exorcise beaucoup en ce moment un peu partout à l'UMP et tout ça. Mais le type me parlait de la résurrection et qu'il avait déjà ressuscité des gens, le pasteur. Ce qui est à peu près étrange, comme ça. Excusez-moi, Serge, mais parlez bien dans le micro. Merci. Je ne parle pas dans le micro. Vous voyez, je ne suis pas un journaliste. Donc, il me parlait de la résurrection, qu'il faisait, qu'il entreprenait, qu'il avait réussi, etc. Et moi, je lui ai dit, moi, ça ne va pas bien en ce moment, etc. Et il m'a mis la main, il m'a fait une imposition, comme ça. Hein, bon. Et voilà, et il m'a dit, voilà, vous allez aller beaucoup mieux. Et bien, je vous jure, je ne me marre pas du tout. Je ne me marre pas, je ne suis pas en train d'être dans l'ironie. J'écoute ce qu'il me raconte et j'essaie de le faire parler au plus profond, quoi. Vous voyez ? Donc c'est une attitude d'esprit, l'empathie. Enfin, je veux dire, c'est un... je ne suis pas là pour faire le malin. Je ne sais pas comment dire. Pour faire le malin un peu comme ça, constamment, sur ses gardes, comme si j'étais moi-même d'une espèce supérieure qui me permettait de trancher sur tout. Et de... vous voyez, c'est pas mon truc, quoi. Je ne sais pas comment vous dire. Mais je crois que c'est ça, l'empathie. C'est-à-dire, qui est ce mec, ce pasteur évangélique, dans cette méga church, comme ils disent, à Toulouse, à Mulhouse, où j'étais. J'ai envie de comprendre les gens. Enfin, vraiment, enfin, je sais pas. Y a-t-il du coup des moments où vous n'y arrivez pas, ou en dépit de tous vos efforts, ou de l'écoute que vous portez vers l'autre, à un moment donné, vous dites, tiens, c'est dommage, j'ai pas... Oui, bah, ça arrive, oui. Bien sûr, ça arrive quand le type a le regard pas comme vous. C'est-à-dire, je vais vous faire un peu la cour. Quand il ne me regarde pas, par exemple. Ça se passe beaucoup par le regard, une interview.
Hein, on est d'accord. Ça se passe beaucoup par ce que vous faites, quoi. Ça se passe beaucoup par le regard, par l'attention, comme ça, le truc comme ça. Et puis, moi, je fais beaucoup de gestes, comme vous avez vu. Donc, je fais des choses comme ça. Des invitations, des invitations. Oui, il faut que les choses adviennent. Il faut que des choses, je suis comme un archéologue, oui, ou un psychanalyste. C'est-à-dire qu'il faut que les choses, on exhume des choses, vous voyez. Mais c'est peut-être pas ce que... Non, mais merci beaucoup de votre témoignage, Serge. Deux réactions, si vous le voulez bien. Oui, alors d'abord, un Je journaliste... ne savais pas du tout merci sur beaucoup. quel terrain aller. Merci. Je suis encore dans ma moto à 150 à l'heure. Le vôtre, c'est le vôtre que nous prenons. Oh. Maintenant, j'interroge un journaliste. Est-ce que cette posture d'aller à l'écoute de l'autre est une posture journalistiquement professionnelle, intéressante, ou bien faut-il absolument ce recul qui permette de contrer, de raisonner et de ne pas être uniquement dans une passion, une harmonie avec l'autre? Je ne pourrais pas aller à l'encontre de ce que a dit M. Moati, bien évidemment. Je pense que ça dépend du style d'article qu'on cherche à réaliser. Si vous êtes simplement en agence de presse et vous devez réaliser un article hyper factuel, peut-être qu'il n'y aura pas besoin de cette empathie. On s'arrête au fait, et le boulot du journaliste dans ce cas-là, ce sera de produire un papier qui soit correct. Si vous êtes dans un article de fond, un profil sur un personnage, là effectivement, il faut observer, il faut regarder. Il ne faut pas en déduire de ce que vous croyez connaître de l'individu. Je pense que vous serez d'accord avec moi, mais il faut parler à ses lecteurs à travers la pièce. La pièce était décorée de cette façon, le personnage était assis dans un fauteuil en cuir, etc. Et le lecteur pourra se mettre pourra essayer d'être avec vous dans la pièce où vous avez rencontré cette personne, et il avait son chat sur les genoux, etc. Et là, va se passer quelque chose, et je vous rejoins complètement, qu'un bon journaliste pourra traduire. Mais vous avez tout à fait raison. Le format à la télévision, je parle, hein, mais dans la presse écrite, le format, c'est le message aussi. C'est-à-dire, expliquez-nous, parce que là, c'est important. Le format, c'est le message. Oui, c'est-à-dire que si vous dites je dois faire 10 lignes, c'est évident que ce n'est pas la même chose que si vous faites 3 pages. Et moi, à la télévision, je passe mon temps à osciller entre des trucs très courts et des trucs très longs. Et c'est pas du tout pareil. Je suis très frustré et je vois bien ce que c'est. Quand c'est court et qu'on est obligé d'avoir une phrase qu'on doit reprendre, des reprises, vous savez, des trucs. Alors moi, je rame pour avoir la reprise. Vous voyez, la reprise, c'est-à-dire, au fond, la phrase, la petite phrase qui va faire le tour, qui va buzzer, qui va, etc., etc. Et le format, donc, crée le truc, quoi. Et ça, c'est très important. Si on n'a pas compris ça, il faut changer de métier. Non, et donc vous avez tout à fait raison, monsieur. Et moi, c'est pour ça aussi que je ne suis pas journaliste. Je tente de ne pas faire des trucs courts.